Investis pas là-dedans, tu vas perdre de l'argent. C'est une phrase qu'on a entendue des milliers de fois et qui est pas totalement fausse. 2008, 2019, la crise du Covid, toutes ces crises ont fait perdre des milliards à des investisseurs comme vous et moi. Et avec tout ce qui se passe à la Maison Blanche en ce moment, notamment entre Trump et Zelensky, on peut quand même se demander où on va. La question qu'on voit partout en ce moment, c'est est-ce qu'on peut prendre votre épargne pour l'effort de guerre? Et justement, aujourd'hui, les investissements sans risque séduisent de plus en plus parce qu'en fait, on ne sait pas du tout où on va. Certains investissements vous garantissent même de retrouver 100% de votre capital, et ça, dans tous les cas, que le marché monte ou qu'il descende. Et ça, c'est notamment le cas du livret A. Sauf que beaucoup l'oublient, mais livret A, ça reste quand même un investissement, avec la garantie de récupérer 100% de votre capital. D'accord. Mais ça, en tout cas, c'est sur le papier. Est-ce que c'est si garanti que ça? Vous avez peut-être déjà entendu parler de la garantie des dépôts. Vous savez, 100 000 € de garantie par épargnant et par banque où votre capital est protégé, peu importe ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui arriverait à votre livret A? Je vous pose la question comme ça. Si votre banque venait à faire faillite? Eh ben, en réalité, pas tant de choses que ça. Oui, parce qu'en réalité, les livrets A, les LDD, les PEL et les LEP, ils sont tous garantis non pas par la banque, ils sont garantis par l'État. Et donc là, en termes de garantie, vous êtes au maximum de ce que vous pouvez faire. Donc c'est une solution qui est hyper populaire parce qu'en fait, on peut pas perdre d'argent. L'État vous protégera dans tous les cas. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles en France, on est l'un des plus gros épargnants du monde. On épargne en moyenne par an 18,2% de l'argent qu'on gagne. C'est un niveau qui est hors concours. Et plutôt que financer l'économie réelle, les marchés financiers, etc., nous, on a plutôt tendance à le mettre sur les placements qui sont les plus sécurisés. C'est un peu le problème en France, c'est qu'on est très averse au risque. On a peur en fait de ce qui pourrait se passer. Sauf qu'on a la sécurité sociale, on a le chômage, on a la retraite par répartition. On devrait être les investisseurs qui prennent le plus de risques parce qu'en fait, on est bordé de tous les côtés. Bon, je m'égare un petit peu ici, mais c'est qu'en France, il faut absolument qu'on commence à investir de plus en plus. C'est le cas, mais ça reste quand même assez marginal. Mais justement, qu'est-ce qui arriverait à vos autres comptes qui sont pas du livret A, du LDD, etc. Tout ce qui est compte à terme, compte courant, etc., les épargnes boostées. Et bah eux, ils subissent cette garantie des dépôts. Mais si jamais la banque vient à faire faillite, là, on peut se poser la question, est-ce que vous aurez votre argent ou est-ce que vous l'aurez pas? Difficile à dire. En tout cas, vous l'avez compris, c'est des solutions qui sont de manière générale très peu risquées. Mais justement, c'est quoi en fait le risque? Comment est-ce qu'on peut le mesurer? Et c'est quoi les conséquences du risque? On va voir tout ça justement ensemble. Déjà, le risque, qu'est-ce que c'est? Le risque, c'est une mesure. On le mesure au niveau européen par rapport à l'échelle SRRI. L'échelle SRRI, elle va de 1, le moins risqué, à 7, le plus risqué. Donc justement, ça permet à tout le monde de pouvoir comprendre cette notion de risque. Plus il va être élevé, plus vous allez avoir une rémunération importante, mais plus vous allez avoir des chances de perdre votre argent. C'est un indicateur qui se veut hyper grand public. Le SRRI 1, c'est le moins risqué. Donc c'est tout ce qui est épargne garantie par l'État. Le LDD, le livret A, etc. Le SRRI 2, c'est les fonds monétaires. Tout ce qui est dette d'État, mais plutôt à court terme. C'est là aussi un placement qui est hyper stable, mais qui est un petit peu plus risqué parce qu'il est moins garanti. Et donc, vous avez une échelle un peu plus élevée. Et le 7 sur 7, c'est tout ce qui est actions en bourse, LVMH, Renault, Tesla, etc. Ou les cryptos, le capital investissement, tout ce qui vous permet de gagner beaucoup, mais aussi de risquer beaucoup. Si vous avez déjà un peu regardé les placements en bourse, cette échelle, vous l'avez tous déjà vu. Soit justement un curseur qui va plutôt du rouge vers le vert avec les chiffres, soit en fait une note, tout simplement. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que deux placements qui ont la même échelle de risque sont forcément identiques? Vous imaginez bien que non, ça serait beaucoup trop simple. Un placement, il peut avoir une échelle de risque identique à un autre et pourtant être totalement différent. Exemple simple, le SRRI 3, c'est l'immobilier. Vous avez un bien immobilier à Paris, vs un bien immobilier à Tours. Là-dessus, lequel va être le plus risqué et lequel va être le plus rentable? En termes de risque, vous êtes sur l'immobilier. Dans tous les cas, vous êtes à 3 sur 7. Par contre, la rentabilité à Paris, ça va être aux alentours de quoi? 1, 2% maximum. À Tours, vous pouvez aller chercher du 4, 6%. Pourtant, vous avez le même risque. Mais le rendement, il passe du simple au triple. Et là, c'est des placements qui sont extrêmement similaires. Tout le monde connaît l'immobilier. Mais en fonction de la localisation, vous avez une performance qui est bien différente et donc un placement qui est bien différent. Avec les placements à SRRI 1, 2 ou 3, vous êtes protégé. Votre épargne, elle est au chaud. Mais ça reste quand même des investissements. Et dans ce monde, je pense que vous commencez à comprendre, il n'y a rien qui est garanti. Même la paix, elle n'est pas garantie. Avec la guerre en Ukraine, par exemple, où on ne sait pas du tout où ça va aller, mais quand Trump invite Zelensky et qu'il lui demande de dire merci encore et qu'il manque de se battre limite tous les deux dans le bureau ovale, on peut se dire que la troisième guerre mondiale, elle n'est pas si loin que ça. Ou encore, si jamais il y a la Chine qui se dit « Ah bah moi, pourquoi est-ce que j'irais pas titiller un peu Taïwan ?» Des exemples, il y en a énormément. On pourrait même parler de Gaza. Aujourd'hui, il y a des incertitudes dans tous les sens. On ne sait pas où on va, et donc les placements garantis, ils sont plus que jamais pas garantis. En clair, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Simplement que l'idée du placement sans risque, elle n'existe pas. C'est un mythe. On parlait un peu plus tôt de la garantie des dépôts bancaires, 100 000 € par épargnant, par établissement. C'est super beau. On a pu voir déjà aux États-Unis les banques régionales qui ont fait faillite, les banques pour les startups. Et durant la crise de 2008, l'une des plus grosses banques du monde, Lehman Brothers, qui met la clé sous la porte. Des banques qui font faillite, il n'y en a pas tous les jours, mais il y en a de temps en temps. Et si votre argent est dedans,
à manque de bol, il y a peu de chances que vous récupériez votre argent. Si BNP demain fait défaut, je peux vous assurer que vos 100 000 euros par épargnant et par établissement bancaire, ce sera le cadet de vos soucis. Et je peux même aller plus loin ici. Des États qui font faillite, il y en a très peu, c'est quasiment impossible. Mais plus ça va, plus on se pose la question, est-ce que en fait ça serait pas un peu plus possible qu'on le pense? La France, par exemple, on a une dette qui est plus importante que 100% de notre PIB. On a un déficit budgétaire qui est à quasiment 6% sur un an. C'est du jamais vu, c'est incroyable. Sauf que c'est pas positif du tout. Si la France venait à faire défaut, nos placements en livret A, LDD, etc., ils se retrouveraient à zéro. On n'aurait plus que nos yeux pour pleurer. La France, ça reste une économie qui est solide. On a un taux d'intérêt qui est relativement bas, mais on a un taux d'endettement qui est énorme et un déficit budgétaire avec la Sécu, etc., qui est colossal. Et ça devient un petit peu pire chaque année. Donc aujourd'hui, la situation, elle n'est pas reluisante. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Est-ce qu'on pourrait pas se retrouver en banqueroute? Peut-être pas, les risques sont faibles, mais il y a quand même un risque qui est non négligeable. Et ça, c'est dans une situation où on n'est pas en guerre. Qu'est-ce qui se passerait si on rentrait en guerre? Est-ce que votre épargne, elle serait vraiment protégée? Est-ce que votre livret A, il serait tant protégé que ça? Déjà, est-ce que ça va être orienté vers l'armée ou ça va rester sur vos comptes? Déjà, je tenais à vous rassurer à ce niveau-là, on ne peut pas prendre votre épargne de façon forcée pour aller acheter des Rafales, etc. Votre épargne, elle sera juste orientée vers la défense. Exemple, avec le livret A, vous financez les logements sociaux, les réacteurs nucléaires, et demain, vous pourriez aussi financer un petit peu la défense. Votre taux d'intérêt, il reste inchangé, c'est juste que l'épargne, elle est orientée. Mais vous, si vous souhaitez récupérer votre argent, vous le pouvez. Et ça nous amène justement au point que je voulais voir avec vous. Le risque, en fait, c'est pas ce qu'on croit. Le risque, c'est pas la possibilité de tout perdre d'un coup du jour au lendemain. Le risque, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est ce qu'on appelle la volatilité. C'est la possibilité que votre placement augmente ou diminue en valeur tous les jours de façon plus ou moins importante en fonction de l'échelle de risque que vous avez choisie. Parce qu'en fait, l'échelle SCRRI, elle mesure la volatilité. Oula, on dirait Jamie, c'est pas sorcier. Donc pour rester sur les placements sans risque, parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, on a bien compris que la volatilité, il fallait essayer de la réduire au maximum. Enfin sans risque, le moins risqué possible, parce que le sans risque, on a bien compris que ça n'existe pas. Vous avez les obligations d'État moyen et long terme, ou les dettes de grosses entreprises. Une obligation et une dette, c'est la même chose, c'est juste un terme différent pour désigner prêter de l'argent à un État ou à une entreprise sur le moyen long terme. En entreprise, vous avez par exemple Total Energy, EDF, etc., les plus grosses sociétés qu'on peut voir en France. Les obligations moyen et long terme, c'est très peu risqué, mais elles ont quand même un mécanisme qu'il faut garder à l'esprit. Elles évoluent selon l'évolution des taux d'intérêt. Je vous explique. Si jamais les taux d'intérêt montent, le prix des obligations anciennes diminue. Et si jamais les taux d'intérêt diminuent, le prix des anciennes obligations monte. Parce que s'il y a des nouvelles obligations qui rémunèrent moins, les anciennes rémunéreront plus. Et donc leur prix va être tiré vers le haut parce qu'il va y avoir une meilleure demande. Là, c'est un mécanisme qu'il faut garder à l'esprit parce que si on la revend avant qu'elle arrive à son terme, on peut faire des moins-values et aussi des plus-values. Et donc, c'est un placement qui peut quand même être assujetti à du risque. Mais dans notre monde où les tensions sont énormes, où ça se bagarre presque dans le bureau ovale et où Trump change d'avis tous les jours, les taux d'intérêt, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont. Et surtout, en période de guerre, parce qu'on n'y est pas encore, mais imaginons, les taux d'intérêt, ils ont plutôt tendance à augmenter. Et donc, les prix des obligations diminuer. Et encore, là, s'il y a une guerre qui arrive sur le territoire, là, l'immobilier, c'est la chute libre, parce qu'il peut être détruit. Et les actions en bourse, là, c'est à râler pas crête. Bon, on espère quand même que Trump ne fasse pas en arriver là. Mais avec lui, en fait, tout est possible. Après, justement, je commençais à parler d'immobilier. Vous savez, la pierre, c'est sûr. La pierre, c'est sûr, c'est vrai, il y a un risque qui est faible, mais si jamais il y a une guerre, là, ça peut se retrouver très compliqué. En termes d'offres et de demandes, pas forcément dans la meilleure situation, et s'il y a une guerre sur le territoire, là, il n'y a pas de sujet, quoi. Bon, après, voilà, je dramatise un petit peu, mais il y a quand même peu de chances que la guerre arrive jusqu'à la France, parce qu'on est quand même une puissance nucléaire majeure. On fait partie des pays les plus nucléarisés du monde, et notre doctrine, elle est simple, si jamais tu nous tapes dessus nucléairement, on aura suffisamment de force pour te détruire nous aussi. Donc la guerre, elle va plutôt se passer en Europe de l'Est si jamais elle arrive. Bon, vous l'avez compris, ces investissements, ils sont très populaires, mais ils sont pas toujours aussi imperturbables qu'on peut le penser. C'est pourquoi on va aller beaucoup plus loin. On va clairement voir ensemble les meilleurs investissements en termes de rendement avec un risque faible. L'idée, c'est pas d'avoir un risque zéro, c'est d'avoir un gros rendement, en tout cas le plus possible, avec un risque le plus faible possible. Mais attention à certaines promesses quand même, parce qu'il y a des placements qui cachent quand même pas mal de pièges. Il y a certains placements qui sont vendus comme garantis. Par exemple, les fonds euros dynamiques. C'est simplement un fonds euro qui est à moitié en fonds euros et à moitié sur autre chose. Le autre chose, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des placements en actions, mais dans tous les cas, ça veut dire que vous êtes assujetti au marché. C'est-à-dire que vous n'êtes pas totalement protégé, parce que si le marché chute, pas votre placement avec. Donc c'est un placement qu'on peut imaginer sécurisé, qui est sécurisant, mais qui n'est pas garanti. Et plus il est boosté, plus il est exposé, et plus vous pouvez perdre. Vous avez aussi les produits structurés bancaires qui ont un rendement attractif, en tout cas si tout va bien. Parce que si le marché ne se comporte pas comme prévu, vous pouvez là aussi perdre du capital. Parce que vous êtes assujetti au marché pour les mêmes raisons qu'on a vues plus tôt.
Pour revenir quand même sur la notion de volatilité, pour ceux qui connaissent la volatilité, vous pouvez mettre un coup de flèche, on se retrouve juste après, mais pour ceux qui connaissent pas forcément ce terme-là, on va quand même détailler un petit peu. La volatilité, hein, c'est une notion qui est hyper importante. C'est l'évolution rapide et surtout journalière du prix d'un placement. Plus l'échelle va être importante, plus la volatilité va être élevée. L'échelle 1, c'est moins de 0,5% de volatilité. Donc globalement, rien du tout. Par contre, l'échelle 7, c'est plus de 25% de volatilité sur un an, et avec d'énormes variations de prix en fonction des actualités. Et avec tout ce qui se passe actuellement avec Trump qui change d'avis tous les jours, et les actions, on peut les voir. Le S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines, ça fluctue énormément parce qu'on ne sait pas où on va, et Trump, il joue avec ça. Avec toutes ces interventions, il impacte réellement le cours en bourse à la fois dans son pays, mais aussi au niveau mondial. Il est même pas loin d'amener les États-Unis en récession. Mais le plus important à garder à l'esprit quand vous parlez de volatilité, c'est le temps. Plus vous investissez sur le long terme, plus vous atténuez les fluctuations régulières. Et donc sur le long terme, vous vous assurez de gagner. Vous savez, je vous parle régulièrement de stratégie à long terme. C'est exactement pour ça. Parce que, exemple, vous investissez à court terme sur le Bitcoin. Là, vous avez des fluctuations, elles sont colossales. Ça passe du simple au double en quelques mois, c'est ahurissant. Par contre, regardez la courbe du Bitcoin sur le long terme. Ok, il y a des périodes où c'était mieux que d'autres. Mais dans tous les cas, on est largement positif. À court terme, vous pouvez perdre énormément d'argent si vous achetez et vendez au mauvais moment. Par contre, à long terme, si vous investissez et que vous êtes serein, vous allez gagner. La volatilité, elle sanctionne les impatients et elle rémunère les gens patients. Maintenant, je récupère tout le monde. Vous savez tous que la volatilité, maintenant, elle a une importance fondamentale et que le temps permet de la réduire. Donc maintenant, on va devoir voir ensemble quel est le meilleur ratio entre rentabilité et risque pour diminuer la volatilité et pousser le rendement vers le haut. C'est tout l'intérêt quand on met une stratégie en place. Si vous avez un placement qui vous rémunère 10%, mais qui a une volatilité de 25% par an, là vous allez devoir investir sur le très long terme pour pouvoir vous assurer d'avoir une pérennité. C'est comme ça qu'on s'assure qu'un placement est performant. C'est par rapport à son risque, combien je gagne. Plus le risque va être faible et plus le rendement va être élevé, plus le placement va être pertinent. Plus par contre le risque va être élevé, peu importe la performance, on va toujours devoir faire attention. Petit disclaimer quand même, parce qu'il y a des plateformes qui proposent des rentabilités énormes, mais tout ce qui est Ponzi déguisé en crypto, c'est mort. Les faux traders qui vous proposent des rentabilités de 60% par an, ça n'existe pas. Le copy trading avec des partenaires d'influenceurs, ça aussi, je veux pas le voir, c'est n'importe quoi. Le crowdlending douteux, où on est sur une plateforme où on finance quelque chose, mais on sait pas trop ce qui se passe. Ou encore le Pinel, j'en dirai pas plus. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est un placement qui est probablement une arnaque. Qu'on vous propose du 60% par an, c'est pas possible. Ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est pas si ça existe, si on... Non, ça n'existe pas. Je vous disais justement à l'instant que la vraie nature du risque, c'est la volatilité. Du coup, comment on fait pour garder sa rentabilité intacte sans pour autant augmenter le risque ? Je vous montre. La notion qu'on entend partout mais qui reste totalement vraie, c'est la classique diversification. À la fois sectorielle, sur l'énergie, la tech, la santé, etc., mais aussi géographiquement. Aux États-Unis, en Europe, il faut investir un petit peu partout. En faisant ça, vous diminuez le risque qu'une entreprise perde et que votre portefeuille chute. Avec ça, vous êtes tellement diversifié sur plein de sociétés différentes que vous vous assurez une performance qui est pérenne. Mais vous ne pouvez pas rester seulement sur les actions. Vous devez choisir aussi différentes classes d'actifs. Les obligations, donc les dettes d'entreprise, c'est extrêmement pertinent. Le private equity, c'est pas coté en bourse, donc il y a moins de liquidité, mais en échange, il y a beaucoup moins de volatilité. Et les produits structurés, qui eux vous permettent, avec un risque plus faible, de perdre une partie de la rémunération pour vous assurer une protection. Et vous avez aussi évidemment l'immobilier, d'habitation ou l'immobilier pro. Mais pour réduire la volatilité, le meilleur facteur, je vous l'ai dit plus tôt, vous vous en souvenez, c'est le temps. Vous investissez à long terme et là les fluctuations elles disparaissent. Vous investissez uniquement sur le MSCI World sur 20 ans, en investissant régulièrement, vous allez gagner. Vous ne serez pas forcément méga diversifié parce que vous serez que sur des actions, mais sur plus de 1400 entreprises différentes. Donc à ce niveau-là, ça reste pertinent. Vaut mieux diversifier plus, mais rien qu'en faisant ça, vous êtes déjà assez diversifié. Et en étant à long terme, vous vous assurez une performance directement. Après attention, investir à long terme, ça réduit le risque par rapport au rendement. Et vous pouvez quand même perdre de l'argent à tout moment. C'est pas du livret A, c'est pas garanti, c'est juste que en investissant à long terme, en étant diversifié, vous vous assurez un rendement qui est pérenne et qui vous permettra de gagner de l'argent. Mais attention quand même. Le risque zéro, on se souvient, il existe toujours pas. D'ailleurs, un petit point de détail, le risque c'est pas oui j'investis ou non j'investis pas, c'est combien. Je vais vous expliquer avec l'exemple du Bitcoin. Si demain je vous demande d'investir toutes vos économies sur le Bitcoin, vous allez forcément me dire non. Et si vous me dites oui, je vais m'inquiéter, vous me dites non. Par contre, si je vous dis d'investir 100 € sur le Bitcoin, là tout de suite vous êtes beaucoup plus à l'aise. Vous dites 100 €, bon au pire je les perds, c'est chiant mais ça reste quand même abordable. En fait, l'idée c'est de construire une pyramide de l'investissement qui est solide, avec des investissements à la base qui rémunèrent moins mais vous mettez plus d'argent. Et plus vous montez, moins vous mettez d'argent et plus vous prenez de risques. Et donc ça veut dire qu'en termes de rentabilité, vous vous assurez que sur un montant plus faible, vous gagnez plus. Et comme ça, vous créez une pyramide qui est solide, un patrimoine qui est solide
et surtout une diversification suffisamment importante pour gagner à tous les coups sur le long terme. En clair, une pyramide de l'investissement, c'est éviter de tout mettre sur le rouge. Par exemple, toutes les économies sur le Bitcoin. Et même avant d'investir sur les meilleurs produits du monde, il faut quand même agir avec une stratégie. Il faut comprendre votre tolérance au risque, en termes de pertes, ce que vous pouvez subir, la durée sur laquelle vous souhaitez investir, et aussi comprendre les produits avant d'y toucher. Ça semble quand même assez fondamental, mais je préfère quand même le dire. Pourquoi est-ce que vous devez comprendre votre tolérance à la perte avant d'investir ? C'est parce qu'en fonction de votre situation, vous ne vous tournerez pas vers les mêmes placements. Si vous venez d'avoir un enfant ou si vous vivez encore chez vos parents, c'est pas du tout la même chose. Celui qui vit chez ses parents, il peut prendre des risques. Dans tous les cas, il n'a pas de charge. Celui qui vient d'avoir un enfant, il va avoir des charges énormes et pas beaucoup de temps à y consacrer pendant très longtemps. Même chose, si vous avez 25 ans que 60 ans, vous n'allez pas faire les mêmes placements. À 25 ans, vous avez énormément de temps devant vous. Vous pouvez investir et prendre beaucoup de risques parce que vous avez encore du temps devant vous. À 60 ans, il est temps de commencer à kiffer. À 60 ans, on prend plus des risques. À 60 ans, on sécurise son épargne et on part en voyage. On crée des revenus complémentaires. On s'assure une pérennité. Ou si par exemple, vous avez reçu une somme d'argent, en bonus ou en héritage. Vous n'allez vraiment pas utiliser l'argent de la même manière. Avec un bonus, vous pouvez le dépenser, vous pouvez l'investir si vous le souhaitez, prendre du risque. L'héritage, c'est l'argent de vos parents, c'est l'argent peut-être de vos grands-parents. À ce niveau-là, vous ne voulez pas le perdre, vous voulez s'assurer que leur pérennité reste. La durée sur laquelle vous souhaitez investir. En clair, combien j'ai de temps devant moi? Si votre projet c'est la retraite, la mienne elle en a plus de 30 ans. J'ai largement le temps. Je peux clairement investir sur le long terme avec une stratégie offensive. Si par contre votre retraite elle est dans 1 an, ou si vous avez un projet spécifique dans 1 an, mais là, à ce niveau-là, laissez l'argent sur le livret A, ça sert à rien de commencer à investir, vous ne pourrez pas prendre de risque. Parce que si vous ne prenez pas de risque, vous n'avez pas de rendement, autant laisser sur le livret A, sur un compte à terme. Parce que dans tous les cas, votre projet, il est beaucoup trop tôt. Et puis, pourquoi comprendre les placements avant d'y toucher? Bon, ça semble assez évident, mais si les termes produits structurés ou capital investissement, ça vous parle pas, vous y touchez pas. Les placements simples, actions et obligations, ils suffisent très bien. Par contre, c'est des super produits. Vous pouvez toujours vous faire accompagner ou acheter une formation si vous préférez gérer par vous-même. Mais dans tous les cas, si vous investissez dans un produit, vous investissez dans ce que vous comprenez. C'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi si on ne sait pas ce qu'on fait. Et si jamais parmi vous, il y a un apprenti sorcier qui a gagné énormément d'argent sans comprendre ce qu'il faisait, il peut l'écrire en commentaire, ça intéressera tout le monde, je vous assure. Donc maintenant que vous avez compris comment établir la stratégie, on va pouvoir voir les meilleurs placements en termes de rendement et de risque. Déjà, on a les États-Unis. Écoutez-moi bien, c'est le top 1 incontesté en matière de budget militaire. À lui seul, il représente les 9 pays suivants réunis. C'est bon pour vous? C'est pour ça que si Trump aujourd'hui il se permet de pouvoir faire n'importe quoi, c'est parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui militairement il écrase tout le monde. Embrouiller Zelensky à la Maison Blanche, ça va rien changer à son quotidien. Il a 1000 milliards de budget militaire annuel, c'est colossal. Celui qui contrôle l'armée, c'est celui qui contrôle l'économie. Et celui qui contrôle l'économie, c'est lui qui a le pouvoir. Donc vous pouvez investir sur un ETF S&P 500, sur les 500 plus grosses entreprises américaines. Déjà parce qu'en termes de budget militaire, comme je vous le disais, il est bien plus fort que les autres. Et en plus, il a des océans de chaque côté pour éviter les attaques. Donc à ce niveau-là, vous êtes pérenne et sur le long terme, vous allez gagner. Le S&P 500 sur le long terme, c'est des performances incroyables. Ensuite, vous avez les ETF diversifiés sur le long terme. Aucune classe d'actifs sur le long terme ne bat les actions. Donc autant investir directement sur des ETF diversifiés, donc que ça soit le World, le S&P 500 que j'évoquais plus tôt, ou même investir en Europe ou sur les pays émergents. Avec les ETF, vous avez peu de frais et vous avez un investissement sur le long terme qui va vous rémunérer. Ensuite, vous avez un petit intrus, c'est le Girardin industriel. Lui, il vous permet d'investir uniquement pour réduire vos impôts. Vous avez une rémunération de 120% du montant investi. Vous mettez 10 000 €, vous avez 12 000 € de réduction d'impôt. Après, attention, ça s'arrête à la limite de vos impôts. Mais vous gagnez 20% directement sur votre fiche d'impôt. Ensuite, vous avez aussi les obligations norvégiennes. La Norvège, en termes de taux d'intérêt, c'est assez faible, mais en termes de risque, c'est rien du tout. Ils ont un fonds de dépôt de plus de 1700 milliards de dollars. Aujourd'hui, avec le pétrole, ils ont créé un tel fonds d'investissement qu'ils peuvent absolument tout acheter. Chaque Norvégien, aujourd'hui, quand il naît, il n'a pas une dette comme en France. Lui, il a directement un capital retraite. Aujourd'hui, investir en Norvège, c'est avoir un placement qui est à la fois sécurisé et surtout avec un collatéral énorme. Ils ont un fonds de pension qui permet de complémenter directement la dette qu'ils créent. Et enfin, vous avez le plan d'épargne entreprise. Lui, on l'oublie souvent, pourtant il est beaucoup trop puissant. Pour 1 € mis, souvent vous avez un abondement de 1 €, 2 € ou 3 €. Donc ça veut dire que même si vous avez le pire gérant du monde, si vous faites moins 50%, vous n'avez pas encore perdu d'argent grâce à l'abondement. Donc évidemment, l'idée c'est quand même de gagner plus que moins 50%. Et donc c'est pour ça que le plan d'épargne entreprise est aussi intéressant. Et si vous souhaitez savoir quels sont les meilleurs investissements pour votre profil, vous pouvez toujours réserver un créneau en description. On pourra échanger ensemble, mettre en place la meilleure stratégie possible pour en fait réaliser vos objectifs. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.